Bonsoir, je suis Diallo Adama Samba. Donc pour ce soir, nous allons passer à l'exercice 1, noté 8 points, et qui parle de la reproduction chez l'homme. Donc, pour là, nous avons ce corrigé des Olympiades 2024, et c'est l'exercice 1 qui nous intéresse ce soir, qui est relatif à la reproduction humaine. Reproduction humaine. Je vais lire le sujet sans tarder. Une femme A se présente chez son médecin pour un problème d'aménorrhée. Aménorrhée, ça veut dire absence de règles. Elle ne voit pas ses règles, cette femme-là. Pour chercher la cause de cette absence, son médecin a réalisé certains tests tout en se référant aux valeurs usuelles d'une femme normale. La référence, c'est le cas d'une femme normale et on va comparer cette femme-là à celle-ci. Quelques tests. Le premier test, premièrement, test 1, ce sont des dosages d'une hormone ovarienne H1. Hormones ovariennes notées H1 sont effectuées chez la femme grand A et chez une femme normale durant une période de 29 jours allant du 10 avril au 8 mai. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant. Les jours sont là présentés. La ligne 1 de 10 avril, c'est le premier jour jusqu'au, ce qui est écrit ici, c'est 6 mai, mais en réalité, on devait aller au-delà, jusqu'au niveau de 8 mai. La deuxième ligne, il s'agit de la femme normale. Excusez-moi. Pour le premier jour, le dosage, en tout cas, la valeur, une unité arbitraire, c'est 1,2. Elle monte à 4, à 8, à 13, à 16 au 20e jour. Elle redescend à 5 au 24e jour, à 1,9 le 29e jour, au 30 jours 1,8 et au 6 mai, pas au 6e jour, au 6 mai, la valeur n'est plus que de 1,4 pour la femme normale. Qu'en est-il pour la femme A avec un problème d'aménorrhée? Cette femme, les valeurs obtenues sont celles qui sont observées là. Elles oscillent toutes autour de 1, 1,1, 1,2 pendant les 29 jours de dosage. Première question, identifier l'hormone H1 en justifiant. Cette hormone dosée H1, quelle est-elle? Petit b, proposer 2 causes possibles pouvant être à l'origine de cette aménorrhée, cette absence de règles chez la femme A. Ça, c'était pour le test 1. Test 2 maintenant, c'est un examen échographique qui a été réalisé chez la femme A le 7 mai. 7 mai. Le document ci-contre représente la coupe d'ovaires observée. Quelle conclusion pouvez-vous tirer? Il y a la coupe, ce qu'on peut voir plus clairement, la coupe d'ovaires, jointe au document, et il est à droite du document, et on aura le temps de l'exploiter le moment venu. Le test 3, on réalise ce test. On réalise le test 3 chez cette femme. On réalise chez cette femme un test d'ovulation. Un test d'ovulation. En quoi consiste-t-il? Le test d'ovulation, les tests d'ovulation se font à raison d'un test par jour sur 4 jours, avant la date présumée d'ovulation, qui varie suivant la longueur des cycles, naturellement. Il faut mettre en contact les bandelettes avec l'urine, attendre quelques minutes avant de lire le résultat. Si le test est positif, il annonce une ovulation dans les 12 à 36 heures qui suivent. Première question, petit a, décrire les résultats du test. On va voir ça ensemble tout à l'heure. Petit b, quelle est l'hormone H recherchée par ce test d'ovulation et pourquoi? Expliquer le résultat de la femme A testée. Ça, c'était pour le test 3. Dernier test maintenant, test 4. On refait le test d'ovulation chez la femme A après traitement par l'injection d'une substance X le 7 mai. Le document 4, il y a un document joint, présente le résultat obtenu chez cette femme. On va regarder le document ensemble, il est marqué devant nous. Exploiter le résultat du test 4 afin de, petit a, d'expliquer la stérilité de la femme A. Quelle est la cause de la stérilité de la femme A? Petit b, de donner les noms possibles de la substance X en dégageant son effet. Cinquième et dernière question. À partir de ce test, proposer une explication possible du profil de sécrétion d'hormone H1 chez la femme A. Voilà le sujet et nous allons donc, sans tarder, passer à son corrigé. Et pour cela, on va commencer par l'exercice 1.
la question de l'exercice 1. Il s'agissait du test 1. Nous allons exploiter ce test. Et à partir du test, à partir des résultats proposés, on va aller chercher l'hormone H1. Identification de l'hormone, on vous a déjà dit que c'est l'hormone ovarienne. Donc il est produit par les ovaires. On appelle H1. H comme hormone. Quel constat fait-on du profil de sécrétion de cette hormone? En regardant le tableau, on voit que cette hormone est sécrétée à peu près de façon sensible à partir du 12 avril, tout simplement. C'est à partir entre le 10 et le 11, elle était très faible, mais à partir du 12, sa sécrétion augmente progressivement, peu à peu. Elle va atteindre au bout d'une semaine, vers le 20 avril, une valeur maximale, et elle va chuter pour la semaine suivante, lentement, mais sûrement, pour atteindre le profil minimal à la fin de cette semaine-là, c'est-à-dire vers le 26 avril. Cette évolution sous forme de cloche ne peut être confondue, ne peut être assimilée qu'à la progestérone. Donc c'est cette progestérone qui varie comme ça, elle est pratiquement absente pendant 2 semaines, et elle apparaît la 3e semaine avec une augmentation, et la 4e semaine, elle chute. Donc une hormone ovarienne qui varie de cette manière ne peut être que la progestérone. Et la progestérone uniquement. Il n'y a pas de confusion possible. Donc, ça, on a regardé le tableau. Qu'est-ce que montre le tableau? Le tableau joint, qui permet de donner les résultats de production, le tableau montre le profil de sécrétion de cette hormone. Et on va rapidement, profil de sécrétion de cette hormone ovarienne, H1. De l'hormone H1, dont on va chercher le nom. Qu'est-ce qu'on constate? Donc, la sécrétion de cette hormone débute vers le 12 avril, 11-12, débute vers, avant elle était très faible, voire nulle, vers le 12 avril. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente ensuite, cette sécrétion, elle augmente progressivement cette sécrétion pour atteindre son paroxysme, ça veut dire maximum, vers le 20 du même mois. Mais ce n'est pas fini. À partir du 20 avril, si vous regardez le tableau, elle commence encore à chuter. Puis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chute lentement mais sûrement avant de retrouver sa valeur minimale initiale, avant de retrouver sa valeur minimale d'origine, valeur de départ. Ça, c'est le tableau. Je ne fais que lire le tableau. Je n'ai rien inventé. C'est le tableau. Ça, c'est vers le 26, si vous regardez bien. C'est vers le 26 avril. 26 avril. Cette hormone qui évolue comme ça, la conclusion qu'on peut dégager de cette observation du profil de sécrétion de cette hormone, l'hormone H1 sécrétée, il s'agit H1, c'est tout simplement la progestérone. Voilà
justificatif, c'est le petit x. Le nom de l'hormone que vous voulez identifier, c'était bien la progestérone. Voilà pour la question 1. Que nous dit la question suivante? Proposer 2 causes possibles pouvant être à l'origine de cette aménorrhée. La femme a, quand vous regardez la sécrétion de cette hormone, la sécrétion est très faible, elle est pratiquement impondérable pendant tout le mois, pendant toute la période de dosage. Donc pour la femme A, il n'y a pas de progestérone, parce que l'hormone à chance, c'est progestérone. Et quand on n'a pas de progestérone, évidemment, il n'y a véritablement pas de règles possibles. Donc, parce que c'est elle qui prépare l'endomètre, etc. Et quand on détruit l'endomètre, c'est ça qui correspond aux règles. Mais pour la femme A, quand vous regardez le tableau, la sécrétion, la production de progestérone est pratiquement nulle. Si cela est vraiment le cas, il ne peut y avoir véritablement pas de règles du tout. Donc, pour la question B, qu'est-ce qu'on peut dire pour la femme A? La production, la sécrétion de H1 qui est la progestérone désormais, production de progestérone, désormais appelée H1, est quasi nulle, pratiquement zéro. Regardez le tableau, pratiquement nul, 1,1, 1,2, des traces impondérables. Donc, point virgule, c'est ce déficit de sécrétion, c'est ce déficit de production de progestérone qui est à l'origine de l'absence de règles. C'est ce déficit de sécrétion de progestérone, je reprends encore ce mot, qui explique l'absence de règles, qui explique l'absence de règles chez la femme, absence de règles chez la femme A, chez la femme suivie par le médecin, la femme A. C'est ça qu'on appelle aménorrhée. La femme A. Aménorrhée, ça veut dire absence de règles. Donc, on sait désormais les causes pour lesquelles il n'y a pas de règles, c'est parce qu'il n'y a pas de progestérone. Et on va aller chercher le pourquoi. Proposer deux hypothèses possibles pour être à l'origine de cette aménorrhée. Donc, quelles en sont les causes? On va répondre à cette question. Quelles peuvent être les causes? Quelles peuvent en être les causes? 2 causes possibles. L'une des causes de cette absence de règles, absence de progestérone, c'est un déficit de fonctionnement ovarien, dysfonctionnement ovarien. Donc, ça peut être soit un dysfonctionnement, qui veut dire un mauvais fonctionnement, un dysfonctionnement de l'ovaire, qui est insensible, par exemple, aux hormones produites par le complexe, dysfonctionnement ovarien. Cela peut être à l'origine de ça. Ou alors, si l'ovaire reçoit les hormones correctement et peut les interpréter, c'est qu'il y a le complexe hypothalamo-hypophysaire gonadotrope qui ne fonctionne pas. Donc, soit alors un dysfonctionnement, qui veut dire mauvais fonctionnement, dysfonctionnement du complexe hypothalamo-hypophysaire, plus connu sous le sigle CHH. Complexe hypothalamo-hypophysaire. Et on va décortiquer le devoir pour savoir où est véritablement la vraie cause. En tout cas, pour le moment, l'une des hypothèses, c'est celle-là. L'ovaire est insensible aux hormones produites, ou alors le complexe qui ne produit pas d'hormones. 2 hypothèses possibles. Voilà pour la question B. La coupe montre des structures ovariennes classiques, des follicules, mais il n'y a pas de follicule mûr visible sur ce document-là. Donc, quand vous regardez le document, on va essayer de regarder ensemble le document. Voilà, ce document qui est joint
Voilà la coupe de l'ovaire proposée. Au centre, vous avez la zone médulaire, cicatrisée, irriguée, je veux dire, et tout, les vaisseaux sanguins, et la zone périphérique de l'ovaire, représentée par des structures qui sont là, ne montre pas de follicules mûrs, ne montre pas de corps jaune. Donc, il y a quelques follicules visibles loin, mais on ne voit nulle part un follicule mûr. C'est vrai, il y a quelques follicules tertiaires, mais on ne voit pas du tout de follicules mûrs. Donc, s'il n'y a pas de follicule mûr, on ne s'attend pas à une production importante de progestérone. Donc, si cette coupe ne montre pas de follicule mûr, cela confirme qu'on ne peut pas avoir de progestérone parce qu'il n'y a pas d'ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de progestérone. Donc, s'il n'y a pas d'ovulation, c'est un problème posé ici dans la femme, carrément la femme. Voilà pourquoi la femme est stérile. Je reprends. Donc, la coupe qui est jointe au document permet de montrer les structures ovariennes, mais nulle part de follicule mûr ni de corps jaune. Ça veut dire quoi? Si le corps jaune n'est pas là, s'il n'y a pas d'ovulation, le corps jaune n'est pas là. Si le corps jaune n'est pas là, il n'y a pas de progestérone. Et donc, il n'y a pas d'ovulation, et donc il y a une stérilité. Donc, ce qui fait que au niveau de cette coupe, on va dire que la coupe de l'ovaire de la femme A sujette ici, la femme A, stérile, la coupe de l'ovaire A montre une folliculogénèse incomplète. Ce n'est pas tous les follicules que vous avez. Folliculogénèse incomplète, avec notamment absence de follicules mûrs. Avec absence de follicules mûrs. C'est la coupe qui permet de le montrer. Bien sûr, et de corps jaune. Pas de follicules mûrs, pas de corps jaune. Donc, la stérilité de cette femme, sa stérilité directement, s'explique par l'absence d'ovulation, donc de progestérone. L'absence d'ovulation, pas de follicule mûr, pas d'ovulation, et donc de progestérone. Je ne sais pas si je suis en avance par rapport à ce qu'il faut savoir. Donc, on comprend pourquoi il n'y avait pas de progestérone chez la femme. Que des traces qui peuvent provenir de glandes surrénales, etc., etc. Donc, en tout cas, elle n'avait pas de follicule mûr dans ses ovaires. Il n'y a pas de corps jaune. Pas de corps jaune. On ne pouvait pas s'attendre à avoir la progestérone. Et donc, elle n'ovule pas. Voilà pourquoi elle est stérile. Là, pour cette question, peut-être, est-ce que le test 3. Dans un troisième temps, on va passer au test numéro 3 du devoir. Ce test, il vous a été proposé, on vous demande de le lire. Le test 3 est réalisé chez cette femme-là, ça s'appelle un test d'ovulation. Le test d'ovulation, on a dit qu'ils se font à raison d'un test par jour pendant 4 jours, sur 4 jours avant la date présumée d'ovulation, qui varie suivant la longueur des cycles. Il faut mettre en contact les bandelettes avec l'urine, attendre quelques minutes avant de lire le résultat. Mais quel est le résultat? Voilà. Le résultat, c'est quoi? On le lit ensemble. Quand est-ce qu'on dit que le résultat est positif? Lorsque le contact de la bande avec l'urine nous montre 2 bandes. Ces bandes-là ressemblent un peu à des hémogrammes, mais ce n'est pas véritablement des hémogrammes. Lorsqu'on a 2 bandes, au niveau du test, qui permet les bandelettes montrent 2 bandes, le test est dit positif. Par contre, si le test, après avoir mis le contact de l'urine avec les bandelettes, ne montre qu'une seule ligne, dans ce cas, on dit que le test est négatif. Enfin, si on ne voit aucune bande, le test est dit invalide. Voilà donc le résultat qu'on doit exploiter, donc l'exploitation
Le test indique ces valeurs-là. Donc je reprends. Le test en question, test 3, il nous montre 3 situations différentes. Quand est-ce qu'on dit que le test est positif? Lorsque le contact urinaire avec la bande nous montre 2 bandes. Quand est-ce que le test est dit négatif? Lorsqu'on a une seule bande. Et quand est-ce qu'il est dit invalide? Lorsqu'il n'y a pas du tout de bande. Aucune ligne n'apparaît sur les bandes. Donc, l'exploitation des résultats suite au contact de l'urine de la femme en question avec les bandelettes. C'est seulement les bouts, hein, les bandelettes. Qu'est-ce qu'on constate? Petit a, test positif. Test positif. Quand est-ce qu'on dit qu'il est positif? Lorsque vous avez 2 bandes qui apparaissent sur le bâtonnet. Si 2 bandes apparaissent donc, je peux m'arrêter là. Si 2 bandes apparaissent sur le bâtonnet, apparaissent bien sûr sur le bâtonnet, il s'agit de sur le bâtonnet qui a été testé, qu'on appelle bâtonnet test. Bâtonnet, c'est petit bâton. Voilà, premier cas est tombé. Mon test est positif si j'ai 2. Quand est-ce que mon test est négatif? Il est négatif si une seule bande, si une bande seulement apparaît sur le bâtonnet test. Si je vois une seule bande, le test est négatif. Enfin, et c'est fini, point virgule. Le test est invalide, il faut le reprendre. Le test est dit invalide, qui n'est pas valable. Il faut recommencer, il a été pollué par d'autres substances. Aucune bande, si aucune bande n'apparaît sur le bâtonnet. Voilà comment on exploite le résultat. N'apparaît sur le même bâtonnet. Voilà la situation. Avec la question B du test 3, c'était de savoir quelle est l'hormone qui est recherchée par ce test d'ovulation et pourquoi. Donc, l'hormone recherchée ici, dans ce test-là, est la LH. La LH. Je rappelle que les tests d'ovulation sont basés sur la présence de LH. C'est la LH. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est la LH? Donc, car si le test est positif, c'est-à-dire 2 bandes apparaissent sur le bâtonnet, si le test est positif, on rappelle test positif, c'est-à-dire 2 bandes sur le bâtonnet, cette hormone, elle apparaît 12 à 36 heures. Donc, l'hormone apparaît entre 12 heures et 36 heures. Entre 12 heures et 36 heures qui suivent 12 heures et 36 heures suivantes. Allez, on va faire comme ça.
il ne peut s'agir que d'ALH. Donc les tests d'ovulation sont basés sur la détection d'LH après le test. Ça, c'était la question B. La question C maintenant, du test 3, les résultats de la femme A. Elle était stérile, on avait dit que son test était négatif et tout ça. On se souvient que les questions étaient liées. Mais quand on lui injecte une substance X, voici le résultat. Le résultat laisse apparaître 2 bandes sur le bâtonnet test. Ça veut dire que le résultat, le test est désormais positif. Donc, le test pour la femme A, test d'ovulation donc, on l'appelle comme ça, est négatif. Avant le traitement, il était négatif. On va justifier pourquoi. Négatif pour la femme A. Pour la femme A testée. Pourquoi dit-on cela? Car le résultat du test montre uniquement une seule bande. Le résultat montre une seule bande au lieu de 2. Et une seule bande, on a effacé, non? Okay. Une seule bande montre le test, il est négatif, c'était déjà dit. Voilà pour la question C. Et ça se comprend. Il n'y a pas d'ovulation chez la femme A. Le tableau de comparaison entre la femme A et la femme A avait montré qu'il y avait très peu de progestérone, donc il n'y avait pas d'ovulation. Mais la folliculogénèse était incomplète, il n'y avait pas de follicule mûr, il n'y a pas de taux d'oestrogène assez suffisant pour déclencher le rétrocontrôle positif des oestrogènes, exercice complexe à l'origine du pic de LH. Tout ça, c'était normal. Donc pour la femme A, pour nous résumer, il n'y a pas de rétrocontrôle positif qui déclenche le pic de LH car le taux des oestrogènes était faible. Pourquoi? Il n'y avait pas de follicule mûr dans ces ovaires. Cette absence d'ovulation, on va juste suivre. Cette absence d'ovulation est liée, corrélée au faible taux d'oestrogène. Il n'y a pas de follicule mûr. Faible taux d'oestrogène. Lui-même lié à l'absence de follicule mûr dans l'ovaire. On se souvient de la coupe de l'ovaire. L'absence de follicule mûr. Absence de follicule mûr. Pas de follicule mûr, pas de taux élevé de oestrogènes, le rétrocontrôle devient toujours négatif. Donc on peut dire, pour nous résumer, rétrocontrôle toujours négatif chez cette femme-là. Rétrocontrôle, il est négatif. Il n'y a pas de rétrocontrôle positif donc, parce que le taux est toujours très faible. Voilà. On peut se contenter de cette démarche-là. Pour me résumer, la femme A, le test est négatif, il y a une seule bande. Si le test est négatif, il n'y a pas d'ovulation. Pourquoi pas d'ovulation? Il n'y a pas un pic de LH. Pourquoi pas un pic de LH? Le taux était faible, il n'y a pas de follicule mûr, donc le taux de est faible. Ce qui fait que le rétrocontrôle est toujours négatif. Donc, mais on va traiter cette femme pour enfin arriver à résoudre son problème. Et en quoi consiste ce traitement? Il consiste à injecter à cette femme une substance X. Et on va regarder ensemble quel effet induit cette injection de la substance X sur la sécrétion hormonale de la femme A. Donc, c'est le test 4. Test 4, quatrièmement, c'est le dernier test. En quoi consiste-t-il?
traitement de la femme A stérile par domination, etc. Alors, en tout cas, le traitement par une substance X. Par une substance X. On l'appelle X, tout simplement. On va découvrir plus tard le nom de cette substance X. Que montre le résultat des tests qui vont être faits après ce traitement? Voici ce que nous observons. La question d'abord, question 4, exploiter le résultat des tests, décrire la stérilité de la femme A. Le résultat du test. Après traitement, le test d'ovulation laisse apparaître 2 bandes sur le bâtonnet test. On peut voir les 2 bandes. Donc, quand on traite la femme, voici le résultat obtenu. Le résultat est désormais positif. Test d'ovulation positif. Pour quelle raison? Il laisse apparaître 2 taches au niveau du bâtonnet test. Donc, on va dire que après ce traitement par la substance X, le test d'ovulation devient positif. Pourquoi? Apparition des 2 bandes caractéristiques sur le bâtonnet. Des 2 bandes. Dès qu'il y a 2 bandes, c'est ça, test positif, sur le bâtonnet. Voilà. Donc, on a traité la femme A avec la substance X et de négatif, le test devient enfin positif. La preuve, les 2 bandes qui apparaissent sur le bâtonnet test et qui sont caractéristiques du test qui est positif. Donc, la stérilité de la femme A, pourquoi elle était stérile? On le sait maintenant, c'était un défaut d'ovulation. La stérilité de la femme A était liée à un défaut d'ovulation. Donc, conclusion, la stérilité de cette femme, je parle de la femme A, était liée à un défaut d'ovulation. Il n'y avait pas de pic de LH. Défaut d'ovulation. Donc, il n'y avait pas de pic de LH chez elle. Il n'y avait pas de rétrocontrôle positif qui déclenche, etc. Donc, la conclusion à laquelle nous parvenons, c'est que la stérilité de la femme, cette femme, c'est la femme A, c'était un problème d'ovulation. C'était un problème de LH. C'est un problème d'oestrogène, problème de rétrocontrôle positif. Donc voilà, pour la question 4. Quel est maintenant le nom de cette substance? Cette substance est la question B du 4. Il faut faire un petit tableau. Donc, je reprends ici, question 4, partie B, voilà. Partie B, c'est nom et les effets de la substance X. Nom possible et effet de la substance X injectée à la femme A et qui a permis de résoudre son problème de stérilité. Substance X. On va essayer de faire un tableau dans lequel on va proposer le nom possible de la substance et les effets qu'elle peut induire.
Et c'est parti. J'espère qu'il y aura de la place pour... La substance X peut s'agir de la FSH. Il peut s'agir de la FSH. Donc, FSH. C'est possible que la substance X injectée soit la FSH. Dans ce cas, quels effets induits peut-elle donc entraîner? Si c'est la FSH qu'on a injectée à la femme en question, cette FSH va stimuler les follicules, stimule la folliculogénèse, elle va stimuler la folliculogénèse. On aura donc, avec conséquence, on va avoir un follicule mûr. Il n'y en avait pas dans la coupe de l'ovaire. On va avoir enfin un follicule mûr. Si le follicule mûr est là, on va avoir sécrétion maximale d'oestrogène. Sécrétion maximale d'oestrogène. Désormais, il y aura suffisamment d'oestrogène produit. Donc, s'il y a des oestrogènes qui sont produits, ça va déclencher le rétrocontrôle positif qui lui manquait. Nous savons que le taux des oestrogènes, rétrocontrôle positif, j'écris ça comme ça. Une forte sécrétion d'oestrogène est à l'origine du rétrocontrôle positif exercé sur l'ovaire. C'est ce rétrocontrôle positif-là qui permet d'avoir un pic de LH. Pic de LH. Et c'est ce pic de LH-là qui va déclencher l'ovulation. Donc le test va être positif. Pic de LH, donc l'ovulation. Ça, c'est une voie possible. C'est ça qu'on a constaté, test d'ovulation devient positif. Ça, c'est l'hypothèse 1, possible. H1, je l'appelle H1. Mais il y a une deuxième hypothèse possible. Que cette substance-là soit du chlomifène. C'est possible. Qu'est-ce que c'est que le chlomifène? Chlomifène. J'espère que c'est un mot qui ne vous gêne pas beaucoup. Chlomifène. Ça, c'est l'hypothèse H2. Qu'est-ce que c'est que le chlomifène? C'est un analogue H2. C'est un analogue structural, donc des oestrogènes. Ça va se fixer sur le même récepteur. Les estrogènes étaient toujours à faible dose chez la femme avant le traitement. Ce nouveau produit, qui a la même forme que les oestrogènes, mais qui n'a pas la même fonction, c'est ça qu'on appelle analogue structural, va compléter le manque en oestrogène en quelque sorte. C'est un analogue, si quelqu'un a tendance à oublier, sur le chlomifène, c'est quoi? C'est un analogue structural des oestrogènes. Analogue structural des oestrogènes. Donc cet analogue va permettre de lever le rétrocontrôle négatif, lever du RC- exercé par le faible taux des oestrogènes. RC-, rétrocontrôle négatif. Parce qu'à faible dose, le rétrocontrôle est toujours négatif. Donc, exercer, lever exercer donc par la faible dose des oestrogènes, j'écris comme ça, j'écris ça comme ça. Donc, s'il y a cette levée, on va avoir désormais, donc après cette levée, on va passer à la sécrétion des FSH. Il n'y a plus de RC-, sécrétion de FSH, et vous retrouvez un peu la partie finale de l'hypothèse 1. Sécrétion de FSH à forte dose, il n'y a plus de rétrocontrôle négatif. Donc, sécrétion de FSH va entraîner la formation du follicule mûr, encore ici.
Excrétion de FSH. Follicule mûr. Ce follicule mûr-là va produire, comme on le sait, suffisamment d'oestrogène. Donc là et là, maintenant, c'est la même chose. On va aboutir à une sécrétion maximale des oestrogènes. On va avoir un rétrocontrôle positif sur le complexe. On va avoir un pic de LH, et on va avoir l'ovulation attendue. C'est ce pic de LH-là qui entraîne encore l'ovulation, constatée chez la femme A après traitement par la substance X. On retrouve par cette voie encore, on retrouve l'ovulation. Voilà, dans les deux cas, on aboutit à l'ovulation et le test d'ovulation devient positif. La substance X peut être à FSH pour ces raisons-là. La substance X injectée, il peut s'agir du clomiphène, qui est un dérivé structural des oestrogènes et dont traitement aboutit bien à l'ovulation. Dans les deux cas, on aboutit à l'ovulation. Voilà pour la question 4. Petit b. Maintenant, dernière question de cet exercice, c'est la question 5. On va voir ce qu'on peut la mettre ici. Question 5. Explication possible profil de sécrétion de H1 chez la femme A. Donc, la question 5. La femme A, pourquoi la sécrétion était faible? On la met ici, la question 5, pour finir. Dernière question. Si vous lisez le texte, on nous demande, à partir de ces tests-là, proposer une explication possible profil de sécrétion de l'hormone H1 chez la femme A. Donc, comment se fait la sécrétion de la femme A? Donc, chez la femme A, l'absence de l'hormone H1 progestérone, H1, souvenez-vous, c'est la progestérone, c'était lié à l'absence d'ovulation. Pourquoi il n'y avait pas de progestérone en quantité suffisante chez la femme A en comparant avec la femme normale? Il y avait des traces de progestérone, mais il n'y avait jamais de progestérone en quantité suffisante. Il n'y avait pas d'ovulation. S'il n'y a pas d'ovulation, il n'y aura pas de corps jaune, il n'y aura certainement pas de progestérone. Donc, on comprend maintenant, au regard des résultats, au regard des résultats des tests, on comprend, on sait maintenant que l'absence, en tout cas la faible sécrétion, l'absence de la sécrétion de progestérone, sécrétion de la progestérone, le tableau du début d'exercice, dénommé ici hormone H1, était liée, cette absence-là était liée à l'absence de ce phénomène-là d'ovulation. Tout simplement, était liée à l'absence d'ovulation. Donc, nous ne nous étonnons pas qu'avant traitement, il n'y avait pratiquement pas de progestérone chez la femme. Le test d'ovulation était donc négatif. Voilà la raison pour laquelle il n'y avait pas de progestérone dans le sang de cette femme-là. Il n'y avait tout simplement pas d'ovulation. Pour arriver à l'ovulation, il va falloir un traitement spécial par la substance X. Donc, nous arrivons au terme de ce corrigé des Olympiades sur la reproduction humaine et nous comptons vous retrouver dans d'autres conditions, dans d'autres exigences. Et d'ici là, nous vous remercions et nous vous souhaitons encore un bon examen de baccalauréat.